C'est la suite à la troisième partie des Sarthois du web, toujours en simultané sur Twitch. Juste avant cette nouvelle séquence des Sarthois du bout du monde, place au zap de cette semaine. C'est parti. Il y a plusieurs choses en fait qui ont joué contre vous après ce quadruple meurtre. On découvre les corps le 5 septembre 1994. Vous êtes toujours resté sur la même philosophie, j'ai envie de dire, sur ce qui s'est passé, sur ce que vous avez vécu. C'est-à-dire qu'on vous appelle, c'est votre ex-femme, Martine, qui vous appelle au téléphone pour vous annoncer que votre frère, au tout départ, est mort de façon assez brutale. Ouais, elle m'appelle le lundi matin. Bonjour, c'est Jean-Michel Jarre. Je suis heureux d'être le parrain de la nouvelle édition du Mont Sonore, de vous inviter pour une masterclass le 20 janvier 2024, qui est une première mondiale puisqu'il y aura une écoute de mon nouvel album Oxymore dans le Dôme Sonore, suivi d'une masterclass où nous pourrons parler ensemble et échanger sur l'innovation sonore et ce qui nous attend pour demain. Donc, je vous y attends. Venez nombreux. C'est ça le paradoxe dans l'histoire, c'est qu'on a réussi à donner du crédit à ma petite nièce qui avait 2 ans, 2 ans et demi. Et à côté de ça, vous avez ma fille qui a 11 ans, et là on n'a pas réussi à la faire parler. Je ne vais pas dire que c'est un mystère, mais bon, des gens feront le jugement. L'une des nouveautés de cette année, c'est les Sarthois du bout du monde, où ce sont des Sarthois qui vivent à l'étranger, qui travaillent d'où elles veulent, ou alors qui font le tour du monde. Et aujourd'hui, c'est Laura que vous connaissez bien, si vous regardez l'émission depuis des années. Elle était chroniqueuse ici. Salut Laura, comment tu vas ? Ça va très bien. Je suis très contente de revenir sur le plateau. Ça me fait bizarre et en même temps, je suis un peu à la maison. Donc... Ouais, c'est ça, voilà. Ça n'a pas changé. Voilà, ça restait comme ça il y a 2 ans. Parce que Sarthoise du bout du monde, parce que alors, tu es consultante stratégique, tu fais du podcast, de formation, accompagnement sur la communication. Comment se démarquer, c'est aussi ça ta marque de fabrique sur Internet avec ta société Salanta Media. C'est ça. J'ai bien travaillé. Oui, plaisir. T'as vu, j'ai bossé. Est-ce que depuis 2 ans, il y a eu des changements quand tu étais ici dans l'émission ou qu'est-ce qui a changé dans 2 ans ? Alors, qu'est-ce qui a changé ? Plus de visibilité en ligne, je dirais. Okay. Je suis sur plus de réseaux aujourd'hui. LinkedIn, c'est ça ? LinkedIn, tu t'es mis à LinkedIn, beaucoup plus. Toujours TikTok, j'ai lancé mon podcast. Voilà, j'essaie de un petit peu me démarquer aussi et voir aussi quel format j'aime bien. Ça, c'est important. Okay. Et puis, sinon, en plus du coaching et du consulting, maintenant, je fais aussi de la formation en ligne. Okay. C'est-à-dire que j'ai un programme avec tous les enseignements que j'ai à transmettre, qui est un petit peu, je dirais, plus abordable, avec des coachings de groupe. Mais c'est vraiment le côté communautaire sur du long terme. On rejoint un programme à vie et on a un soutien en communication. Il y a une bienveillance aussi. Tu avais fait un challenge gratuit cet été. Oui. Et il y a beaucoup de bienveillance. J'en ai fait 2 récemment, ouais. J'essaie vraiment de donner le plus possible. En fait, je me rends compte que dans mon métier, souvent le problème, c'est évidemment les stratégies de communication et de marketing, mais c'est surtout prendre confiance en eux, oser faire les choses, oser se montrer, etc. Quand on est face à des indépendants qui doivent se mettre sur les réseaux, c'est souvent le souci premier, en fait. C'est énormément de blocages, de croyances en mode « mais moi, je peux pas faire ça, mais j'y arrive pas, mais je suis mauvais ». Et en fait, c'est un peu une partie de mon job au final. Et je vois, ce que j'aime beaucoup aussi sur tes contenus, c'est que tu parles aussi de tes erreurs. Oui, très souvent. Qu'on t'apprend de tes erreurs et que tu ne te caches pas par rapport à que tout soit parfait, etc. C'est ça. Je pense que c'est quelque chose que pas mal de personnes qui font mon métier
aussi tendance à faire. Ça marche beaucoup, le côté très authentique et naturel. Bien sûr. Donc, je le partage beaucoup, surtout en newsletter, avec les gens qui me suivent, je dirais, un peu plus sérieusement, parce qu'il y a la communauté proche, celle qui est un peu moins proche. Évidemment. Et voilà, s'il y a un lancement qui marche moins, je le dis. Si j'ai un down, je le dis. Si, par exemple, dans mon challenge, voilà, je me suis rendu compte que WhatsApp c'était peut-être pas très adapté, je dis, bon, bah ok, je ferai mieux la prochaine fois. Oui, et voilà, tout le monde comprend et tout le monde est hyper bienveillant aussi. Donc, c'est ça le principal. Et si tu es là, c'est que tu es digital nomade. En fait, tu peux travailler un peu partout dans le monde. C'est Presque, exactement c'est ça. Tant qu'il y a Internet. Tant qu'il y a Internet, finalement. C'est juste ça voilà. le blocage. Tant que j'arrive à me connecter à Internet. Et est-ce que tu te rappelles de ton premier voyage où tu as travaillé à l'étranger? D'ailleurs, c'est quoi le déclic d'avoir voulu travailler à n'importe quel endroit de la planète? Ouais. Alors, moi, le déclic, il s'est fait avant d'avoir un job parce que je l'ai eu quand j'avais 18 ans, en fait, et quand je venais à peine d'entrer dans mes études. Okay. Déjà, j'ai toujours grandi, notamment grâce à mes parents dans le voyage, etc. Et très vite, je me suis dit, mais ok, je crois que je veux que ce soit ma vie sur du long terme. Du coup, pendant mes études, j'ai beaucoup voyagé. Et ensuite, je me suis dit, quand il a fallu me lancer un petit peu à mon compte, je me suis dit, la logique voudrait que je continue en fait, cette vie-là. En fait. Ouais. Il n'y a pas eu vraiment de déclic parce que c'était la continuité de mes études où j'étais en stage à l'étranger, etc. Mais il y a un peu les parents de base, comme tu as été élevé comme ça sur le voyage, c'est ça? On voyageait en Europe, etc. Ouais. Mais c'était déjà, ils ont toujours eu à cœur quand même de me faire voir un petit peu l'Europe. Et du coup, ensuite, à 18 ans, je me suis dit, ok, là, let's go. J'y vais, je fais tout toute seule. Et du coup, le déclic, voilà, c'était, je viens d'avoir mon master. Je me vois, en fait, je ne me projetais pas du tout dans quelque chose de classique, dans un CDI. C'était très anxiogène pour moi d'aller sur, comment on appelle ça là, enfin, LinkedIn, mais LinkedIn recherche d'emploi à l'époque. Oui, je vois, ouais. Et Indeed, je crois, quelque chose comme oui, ça. Indeed, ouais. Donc voilà, je ne me reconnaissais pas là-dedans et très très vite, après mes études, je me suis mis en freelance. Et je me suis dit, adviendra que pourra en fait. Oui, c'est pas un grand risque de se lancer à son compte. Tu essayes, tu fonces et puis au pire, ça marche pas, mais il n'y aura pas de regret, quoi. C'est exactement ça. Je me suis dit, j'ai rien à perdre. Je me lance dans le digital, donc quoi qu'il arrive, j'ai pas d'investissement non plus, de choses comme ça. Voilà. Alors comment on s'organise quand on part des mois dans un pays étranger? Bon, tu es parti à Bali, tu avais fait les États-Unis, Mexique, Thaïlande, j'ai cru voir. Thaïlande, Égypte, voilà. les Canaries, j'en ai fait pas beaucoup de choses. Alors, comment on se prépare quand on doit partir des mois dans un pays tout en profitant de la culture, du paysage, mais en même temps en travaillant là-bas? C'est quoi ça. Alors déjà, la première étape, ça va être de me mettre en accord avec mes clients. Ils savent toujours où je suis et le décalage horaire qu'il y a. Oui, bien sûr. Donc, voilà, déjà dès le début, je m'organise en sachant que je vais forcément avoir peut-être mes appels que j'avais le matin en visio, ce sera l'après-midi, etc. Donc déjà, il y a une organisation préalable avant. Ensuite, tout ce qui va être un petit peu administratif, donc là, pas forcément lié au travail, mais plus téléphone, argent, etc. En fait, on prend un mode de vie qui est très, je dirais, international. Ma banque est internationale, mon forfait de téléphone aussi. Enfin, en fait, j'ai construit un petit peu un monde pour que ce soit plus facile déjà quand je pars, en fait. Je suis moins dans le rush sur place. Et ensuite, ça va être simplement essayer d'être sûr qu'il y a Internet. Et puis voilà. Après, moi, je ne suis pas la meilleure en organisation, je ne vais pas mentir. Généralement, j'arrive sur place et je vois un petit peu comment ça se déroule. Et surtout, je rejoins toujours des groupes Facebook de personnes d'expats qui vivent sur place. Et en fait, en scrollant quelques minutes, déjà, on a plein d'informations. Donc, ça permet de se rassurer. Donc même parce que chaque pays, niveau culturellement parlant et tout, il faut aussi s'adapter, j'imagine. Oui, c'est clair. Il y a une adaptation à faire, mais c'est vrai que je m'arrange quand même pour aller dans des endroits où la culture digital nomade commence à se développer. Oui, le grand public commence un peu à savoir ça. Exactement. Et même pour ceux qui ne savent pas, parce que j'ai quand même été en Égypte, je ne vais pas que dans des destinations un peu clichés. Généralement, c'est quand même assez bien accueilli. Les personnes sont toujours bienveillantes. Elles te conseillent un petit peu les endroits où tu peux aller travailler, etc. J'ai jamais eu de gros problèmes à ce niveau-là. J'ai eu des fois des grosses coupures d'électricité, etc. dans les pays avec la mousson et compagnie. Mais ça fait partie du jeu. On le sait quand on y va. Ouais. Donc voilà, l'organisation... Pour moi, elle se fait un peu au jour le jour, on tâtonne et on s'adapte. Est-ce qu'il y a un pays que tu voudrais faire prochainement ou pas? Il y en a beaucoup en vrai. Beaucoup trop, il y a une checklist. Il y en a plein et ça change un peu tous les 6 mois. J'ai une envie un peu différente. En ce moment, quelque chose que je n'ai pas beaucoup fait, c'est les îles du type peut-être Hawaï, Tahiti, Polynésie française. J'ai jamais fait, donc ça me tenterait bien.
Et ben pourquoi pas. Donc on peut te suivre sur ton site internet, sur LinkedIn, sur Instagram où tu es très active. C'est ça. Je partage un petit peu quand je suis en voyage. C'est pas ma ligne éditoriale principale, mais on voit quelques petits posts. Et pour cette fin de séquence, donc le tac au tac, donc des questions rapides, des réponses rapides. Ton plus beau souvenir de voyage, c'est lequel? Alors, c'est un peu cliché, mais je pense que c'est la première fois où je suis partie en voyage. J'ai vécu 1 an en Italie et ça a été la première fois où j'ai découvert vivre avec plein d'étrangers. J'avais des personnes de toute culture, etc. Donc voilà. Le pays où c'est le plus agréable de travailler? Je dirais Bali, parce que c'est magnifique et tout est adapté pour les gens qui travaillent en ligne. Où c'est le moins agréable de travailler? Est-ce qu'il y en a un ou pas? Le Mexique, parce qu'il y a énormément de coupures d'électricité partout. Et est-ce que c'est aussi le pire souvenir de voyage, le Mexique ou pas? Non, ce serait plus l'Égypte. Les différences de culture, parfois, ça peut être compliqué à gérer. Alors, chaque invité, je leur demande de choisir une photo. Ouais. C'est une photo avec t'es accompagné d'enfants. C'est ça. Pourquoi tu as choisi cette photo-là? Parce qu'elle est très symbolique pour moi. C'est quand je suis allée faire du volontariat international en Thaïlande pendant 2 mois. Et j'apprenais l'anglais à des enfants dans une école. Et donc, c'est une des classes que j'avais. Voilà, je la regardais. On les voit. Et c'était adorable. Et ce qui était incroyable, c'est qu'on ne pouvait pas communiquer. Et en même temps, on arrivait à se dire tellement de choses. Donc, c'était chouette. Donc, un très beau souvenir, une très belle image. Exactement. Est-ce qu'il y a une rencontre qui t'a marqué au fil de tes voyages? Il y en a une qui a été assez incroyable, c'était juste encore en Thaïlande, il pleuvait énormément, j'ai dû me réfugier dans un petit temple et il y avait un moine bouddhiste qui était là et c'était vraiment une rencontre hors du temps où on a discuté avec moi, mon ami, etc. Et il parlait avec une telle sagesse, c'était hyper inspirant en tout cas. Est-ce que on dit digital nomade, ça commence à être grand public, est-ce qu'il y a un cliché quand tu parles de ton métier? Oui, alors, après c'est un cliché qu'on entretient aussi en toute sincérité, c'est celui qu'on est beaucoup en vacances, etc. Et moi, si je suis honnête, voilà, je travaille pour de vrai sur des terrasses, pour de vrai sur des vrais rooftops, etc. Bien sûr, on est très souvent chez nous devant notre ordi, mais le cadre de vie un petit peu vacances est réel. Ouais. Donc c'est un cliché que les gens aiment bien, je dirais, utiliser, mais que moi j'aime bien entretenir aussi. Donc, voilà. Et j'ai vu que tu étais partie à Dubaï il n'y a pas longtemps. Oui. C'est vrai que beaucoup d'entrepreneurs partent là-bas. Et toi, ton ressenti, parce que tu es partie il n'y a pas longtemps à Dubaï, ton ressenti Je suis rentrée il y a 1 semaine et je suis restée 1 mois. D'accord. Je suis contente d'avoir fait l'expérience. Après, c'est très particulier. C'est la démesure. C'est exactement comme on le voit à la télé. En tout cas, la partie Dubaï, je dirais celle dans laquelle on peut vraiment vivre. C'est particulier, c'est très démesuré. Après, forcément, tout est fait pour qu'on y soit en sécurité et à l'aise. Donc voilà, il y a du apprendre et à laisser. Ok, très bien. Donc on peut te suivre, comme j'ai dit, sur tous les réseaux. Merci beaucoup, Laure. En tout cas, ça me fait plaisir de te revoir ici sur le plateau. Plaisir partagé. On te suit partout. En tout cas, bonne chance pour la suite. Bon courage. Avec grand plaisir. Dans quelques instants, c'est la chronique et le retour de Manon dans la Brigade des Web. Restez avec nous, c'est dans quelques instants. À tout de suite.